8h42 sur Je suis BFM Business et sur AMC Live. Il est là, Marc Fiorentino, et il est d'accord pour toutes les questions que je vais lui poser et tous les thèmes que je lui ai J'ai trouvé soumis. ça génial. Et ça, c'est une excellente nouvelle. On commence avec Donald Trump et ses attaques contre Jérôme Powell. Est-ce que ça vous a surpris, cette sortie de Jérôme Powell en début de semaine, en expliquant devant tout le monde, face caméra, que Donald Trump allait trop loin? Non, ça m'a pas surpris. Et ce qui me surprend par contre, en fait, c'est qu'une fois de plus, et vraiment c'est ce qui me frappe, que ce soit dans les médias européens, les médias français, c'est l'incapacité à comprendre ce que fait Donald Trump. Ça me fascine. C'est-à-dire que les gens tombent à chaque fois dans le panneau. Alors qu'est-ce qu'il fait sur la Fed? Là, sur la Fed, évidemment, quand j'ai dit tous les commentaires en disant « mais il veut renverser Powell, il veut lui mettre la pression », Powell, c'est fini. Il part en mai. Je vous rappelle qu'on est mi-janvier. Donc il peut rester au board. Oui, mais il sait très bien que de toute façon, il ne va pas le faire partir avant mai. Donc il n'y a pas de sujet Powell. En fait, ce qu'il fait toujours encore, et qui va continuer à faire, c'est faire régner une sorte de terreur. Rappelons-nous que c'est lui qui a nommé Jérôme Powell, et qu'une fois arrivé à la tête de la Banque centrale américaine, le patron nommé par Donald Trump se sent indépendant parce qu'il veut que la Fed soit indépendante. Quel est le but de Donald Trump? C'est que le prochain patron de la Fed soit aux ordres. Il va le nommer, ça va être un fidèle, d'accord, un de ceux qu'on a probablement évoqués, mais seulement il se dit, le gars, il va nous faire le même coup que Jérôme Powell, c'est-à-dire qu'une fois qu'il va être à la tête de la Fed, il va avoir des velléités d'indépendance, et puis il y a tous les gouverneurs de la Fed qui n'ont pas été tous nommés par Donald Trump, et donc l'idée c'est quoi? C'est de leur dire, attention, regardez ce que j'ai fait avec Jérôme Powell, si vous n'êtes pas aux ordres et si vous arrive de vous dire que vous allez devenir indépendant comme l'a fait Jérôme Powell, vous allez avoir des ennuis avec la justice. Et je peux vous dire une chose, c'est une pression. Ça marche très bien. Mais ça marche super bien. C'est-à-dire que c'est une pression, j'avais envie de dire subliminale, mais elle l'est pas tellement. C'est une pression qui consiste à dire, bon, en fait, si vous ne faites pas ce que je dis, c'est ça son point à Trump. Je peux utiliser tout ce qui est en mon pouvoir. Tout ce qui est en mon pouvoir, c'est la justice, c'est évidemment les insultes, c'est évidemment des messages qui sont des messages d'une violence absolue et d'une brutalité totale. Et je pense que quand vous vous retrouvez à la tête de la Fed en mai, nommé par Donald Trump, vous vous dites, j'ai quand même pas envie. Alors tout le monde dit oui, il va rien se passer pour Jérôme Powell. Enfin, il est parti pour des mois de procédures juridiques, peut-être une mise en examen, peut-être des poursuites pénales. Franchement, vous n'avez pas envie d'avoir ça. Donc il fait régner la terreur. C'est une méthode mafieuse, mais une méthode mafieuse qui fonctionne très bien. Quand le patron de PIMCO, premier acheteur obligateur au monde, quand Jamie Dimon de JP Morgan, quand Michael Bloomberg commence à dire il va trop loin, il pourrait y avoir un impact sur la signature américaine, donc là on parle du marché obligataire. Il peut avoir gain de cause ou pas? Non, pas du tout. Là, on est dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est est-ce que les banques centrales sont indépendantes et est-ce qu'il faut qu'une banque centrale soit indépendante? Et est-ce qu'il faut qu'une banque centrale soit indépendante pour que la signature d'un pays soit crédible? La réalité, c'est que c'est complètement faux. Il n'y a aucune banque centrale qui est indépendante. Aucune. La Banque centrale européenne a commencé par la Banque centrale européenne. Depuis la crise de l'euro, elle n'est plus indépendante. Quand vous avez une banque centrale qui ne combat plus simplement l'inflation, mais qui est obligée d'intervenir pour sauver un pays, elle a un rôle politique. Donc à partir du moment où Trump dit la politique économique, notamment militaire et autres, des États-Unis, c'est moi qui la décide, en fait, pour lui, la Banque centrale, c'est une émanation du Trésor américain. Et il se fout de savoir si le marché considère que c'est bien ou pas bien. De toute façon, il se fout de savoir ce que les gens pensent. Il déroule son plan depuis un an. Il continue à dérouler son plan. Son plan, il est simple. À partir de mai, il va falloir baisser les taux d'intérêt et il va les faire baisser, non pas de 75 points de base, comme je l'entends un peu partout, mais de 1,5%. De 1,5% mais évidemment, d'un coup? Non, mais pas d'un coup, il va faire des jumbo cuts, mais en mai, à partir de mai ou juin, s'il n'y a pas un mauvais signe du côté de l'inflation, vous allez avoir une baisse de taux d'au moins 0,5%, pas 0,25%, et peut-être de 1%. Donc il veut des taux d'intérêt bas. D'accord. Ensuite, le truc habituel qu'on entend partout, c'est que oui, mais si on baisse les taux d'intérêt, qu'on perd la confiance sur les États-Unis, les taux d'intérêt long terme qui sont déterminés par le marché, eux, ils vont monter. Non.
Parce que lui, ce qu'il va dire, c'est un, vous baissez les taux d'intérêt, et deux, vous me refaites du quantitative easing, c'est-à-dire que vous allez me racheter la dette américaine. Parce que très clairement, son but, on va en parler, c'est la défense du pouvoir d'achat, parce qu'il sait que c'est là-dessus qu'il va être jugé. Donc, affordability crisis, Voilà. c'est le mot qu'on entend partout dans les médias américains. Affordability, c'est le mot partout, ça va être le mot de la campagne. Alors, l'autre chose qu'on n'arrive pas à comprendre, et ça aussi je suis très surpris, c'est que les élections de mi-mandat sont très, très, très importantes pour Donald Trump. Il a peur de pas grand-chose. Il a peur. Mais ça, oui. Oui, parce qu'il sait très bien que c'est à partir du moment où il perd la Chambre des représentants, c'est foutu. Il peut plus rien faire. D'abord, ils vont essayer de le mettre en cause. Il va y avoir des procédures juridiques, mais monstrueuses contre lui si la Chambre des représentants est à majorité démocrate. Donc, il a très peur de ça. Donc, pour revenir à votre point, évidemment, pour gagner les élections de mi-mandat, il faut qu'il explique aux électeurs qu'il a gagné la bataille du pouvoir d'achat. Il a gagné la bataille de l'affordability, l'accessibilité au logement, à tout ce que vous voulez, au crédit, à tout ce que vous voulez. Donc, la bataille du pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat, il y a 3 chantiers. C'est les postes, il faut prendre les postes du budget des ménages américains. C'est quoi? C'est l'essence, d'accord, et l'énergie. C'est l'immobilier, ça c'est son sujet, il le connaît très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne l'attaque pas tout de suite, il va l'attaquer, ça va être son prochain sujet. Vous allez avoir des mesures spectaculaires. Mais il a commencé quand même à attaquer, à annoncer des... À la marge. Il n'a rien fait. Institutionnels qui ne peuvent pas acheter des maisons individuelles, choses oui, comme ça. mais ça c'est pour l'instant des petites mesures. Je pense qu'il va prévoir un truc hyper massif sur l'immobilier avant. Et puis le crédit. Donc sur l'essence, c'est simple, vous faites baisser les cours du pétrole. Pour faire baisser les cours du pétrole, vous contrôlez, pas que le Venezuela, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est le vecteur clé. Parce que le Venezuela, c'est du moyen terme. L'Iran, c'est du court moyen terme, en termes d'impact sur le cours du pétrole. Par contre, l'Arabie Saoudite, c'est immédiat. C'est-à-dire que dès que l'Arabie Saoudite augmente la production, le cours du pétrole baisse. Ça, c'est le premier budget. Donc, premier poste du budget. Deuxième poste du budget, le crédit. On l'a vu, carte de crédit. Et ça va continuer. Alors, le crédit, c'est quoi? C'est la baisse des taux. Court terme, la baisse des taux long terme, et puis le fait de mettre des plafonds sur les cartes de crédit, ce qui a rien d'absurde, de dire attendez les gars, vous faites du 36% à des gens qui de toute façon ne vont pas pouvoir rembourser, il faut que ça s'arrête et vous descendez à 10%. The art of the deal, je demande 10% pour obtenir 15%. D'accord? Et 15%, 10% de plafond sur les taux d'intérêt, et il va se contenter de 15%. Par rapport à 23, ça sera déjà un avantage, et par rapport à 36, ça sera énorme. Et puis le troisième sujet, qui va être le sujet massif, parce que le problème, c'est ce qui a fait gagner Mamdani à New York, c'est l'immobilier, c'est l'accès au logement, c'est le loyer, c'est le prix de l'immobilier. Bon là, il va annoncer des mesures qui vont être des mesures extrêmement brutales. Et je pense simplement, excusez-moi, la dernière importance, c'est la nouvelle. On n'en a pas beaucoup parlé, vous en avez parlé, mais on n'en a pas beaucoup parlé, c'est le fait qu'il va commencer à taxer les entreprises de la tech. Donc là, maintenant, il leur demande une contribution à la construction de l'infrastructure d'électricité. Mais je pense que la réalité... C'est Microsoft, ça, c'est ce qu'il a... Oui, mais Microsoft. Je veux dire, il regarde les profits des entreprises de la tech. Bon, il va les taper dedans, c'est certain, parce que là, il y a des centaines de milliards à les choper. Il reste 2 minutes. Vous qui lisez le Donald Trump comme un livre ouvert, du coup, la stratégie Groenland, c'est quoi? C'est là aussi. Je comprends pas. Enfin, je veux dire, évidemment qu'il va pas envoyer des troupes au Groenland. Enfin, s'il fait ça, et je sais même pas s'il veut l'acheter. Ce qu'il veut, et je pense que c'est compréhensible, je dis pas que c'est excusable ou défendable, c'est que c'est une zone d'influence aujourd'hui, et son message, il n'est pas du tout pour les Européens, contrairement à ce qu'on pense. On est parano, on pense qu'ils nous détestent. Il n'est pas pour les Danois, il n'est pas pour le Groenland, il est pour la Chine et pour la Russie. Son idée, c'est de dire chacun sa zone d'influence. Donc le Groenland, attention, c'est stratégique. Ne mettez pas les pieds là-dedans. De toute façon, si vous essayez de gagner en influence, moi j'interviendrai, mais évidemment qu'il ne va pas intervenir. Et le but, c'est d'obtenir un accord de partenariat économique qui va être massif, dans lequel il n'y aura pas besoin d'acheter le Groenland ou de l'annexer, il faut le dire. Mais dans lequel il pourra récupérer une partie des terres rares. Et surtout, il va pouvoir dire aux Chinois, le but aujourd'hui de tout ce qu'il fait au Venezuela, en Iran, il parle aux Chinois et il parle aux Russes. Alors les Russes, en leur disant, bon écoutez, peut-être que, ok, on a des relations privilégiées, mais il faut que vous arrêtiez un peu, parce que vous ne faites pas du tout ce que je dis, d'accord, mais la Chine, il lui dit, bon, la Chine, en gros, l'Asie du Sud-Est, Taïwan,
dans 5 ans, prenez-le, je m'en fous complètement, quand je serai plus là, ça me dérangera pas. Laissez-moi le temps de trouver mon approvisionnement sur les puces, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, avec l'accord avec Taïwan, le temps qu'on soit un petit peu autonome, ensuite faites ce que vous voulez en Asie du Sud-Est, je m'en fous complètement. Donc on est dans une redéfinition d'un ordre mondial, c'est-à-dire son but, c'est la redéfinition de l'ordre mondial, création de zones d'influence, avoir tout ce qui peut être favorable aux États-Unis et à lui à titre personnel. Sa méthode, c'est de proposer un truc absurde, et on le voit dans tous les trucs. Je vais envahir le Groenland pour avoir un accord avec le Groenland. Je demande des taux, un plafond de taux à 10% sur les cartes de crédit pour obtenir 15%. Je demande 100% de droits de douane pour obtenir 15% et même pour les descendre éventuellement à 10%. C'est sa méthode, c'est-à-dire qu'il y a rien. C'est facile en fait à comprendre. Mais franchement, je veux dire, quand vous l'écoutez, quand vous voyez que le gars, il a à peu près 50 mots dans sa vocabulaire, vous comprenez que son mode de pensée, il est très simple. Et son mode de pensée, son mode de lecture, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on s'acharne, compte tenu du fait qu'on le déteste tant, à pas comprendre ce qu'il fait. Merci Marc Fiorentino.